moi le plaisir donc, du coup de pouvoir échanger avec vous, Marcel Bluval, qui avait déjà donc sorti deux biographies que voici. Donc l'une de 1975, Un aller chez Stock, et une seconde donc Qui n'est pas faite par moi. Hein. qui est écrite. Le premier est écrit par moi, de 75, et le deuxième est écrit par Isabelle Danel. Isabelle Danel, qui est la présidente du syndicat de la critique cinématographique. Et bon, il y en a donc deux. Et donc le dernier paru en 2014 chez Scrinéo. Et sur la base de ce qui figure déjà dans ces deux biographies, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est ce qui justifie, je crois, l'entretien, la conversation, c'est la partie technique qui souvent a été, ce me semble, évacuée dès lors qu'on envisage en fait parler de l'histoire de la télévision. Disons la vérité, il n'y a rien sinon de tout à fait parcellaire sur les techniques du début de la télévision, et d'ailleurs qui correspondent aussi au début, à la période de maturité absolue du cinéma français, hein, parce que quand on tourne en film, on tourne avec des matériels cinéma. Donc les rapports de l'esthétique et de la technique, personne n'en a jamais parlé, et je dois dire que cet entretien-là, si je l'ai accepté, c'est parce qu'il m'a paru, dans mes préoccupations actuelles, qui sont celles de ma fin de carrière, où je peux faire le tour des choses, formidable que quelqu'un veuille mélanger, pas mélanger, étudier les rapports entre la technique de télévision et l'esthétique de la télévision. Alors avant d'y revenir, et c'est ce dont on va évidemment parler lors de cette conversation, on parle d'invention de la télévision, et je crois que c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on ouvre, puisque la télévision, en fait, souvent, on oublie qu'elle a été créée de manière concomitante au cinéma, à la base. À l'origine, ses premières expériences remontent à 1900. Le mot même télévision date de 1900. Or, quelque part, c'est une télévision sans téléspectateurs jusqu'à ce que la RTF, la radiodiffusion télévision française, donc qui naît officiellement en 1949, connaissent ses premiers téléspectateurs en France. Donc, quelle est la vraie date pour son invention ? Vous venez déjà de vous tromper en disant que les premiers téléspectateurs dataient de 1945. Ils sont arrivés bien avant. J'en parle par oui dire, parce que moi je suis arrivé à la télévision début 50 en tant que praticien, et qu'avant la télévision, moi ne même pas connaître le mot, si j'ose dire, pratiquement pas. Ce que j'ai compris, c'est que l'idée de faire de la télévision est extraordinairement ancienne. Des romanciers en ont parlé, Verne en a parlé, Robida en a fait presque un bouquin, quoi, en appelant ça différemment enfin le téléphonoscope, je crois, quelque chose comme ça. Et dès le début du siècle, effectivement, il y a des gars qui se collent au boulot pour retransmettre un signal électrique qui pourra être traduit en images, enfin la télé, quoi, pour un spectateur. Et les premiers chercheurs ont été les premiers spectateurs. Les premiers ingénieurs ont été les premiers. Et les gars qui, avant 1939, hein, déjà, se fabriquaient des postes de télévision, c'était les premiers fanats, c'était des techniciens, mais ils regardaient l'image. Et dès 1936, il y a une vraie image de télévision en France en 441 lignes, ou un peu plus tard, enfin je ne sais plus. Mais avant la guerre, moi je me souviens d'être allé à l'exposition universelle de 1937 et d'y avoir vu une image de télévision qui fonctionnait et il y avait un petit écran et on voyait une fille chanter qui chantait 10 mètres plus loin et on se disait, ça passe. C'était là, je crois, CDC, la compagnie des compteurs, ou je ne sais quelle boîte qui expérimentait, mais il y avait déjà, je sais pas, 300, 400 personnes qui regardaient de la télévision. Et il y avait pratiquement absolument pas comment dire, d'artistes, comme on dit, entre guillemets, qui s'occupaient du cadrage ou de comment c'était éclairé, mais c'était déjà cadré comme du cinéma. C'était déjà du pictorialisme.
C'est-à-dire que dès les débuts de la recherche sur le cinématographe, comme dès les premiers daguerréotypes, le cadrage normal, ça a été le cadrage du tableau. Et bon, alors, qu'est-ce qui se passe un ministre intelligent et très célèbre d'ailleurs des postes des années 35 et du temps du Front populaire voit l'intérêt de la télévision. Il est poussé au cul par les lobbies des industriels qui veulent étudier le moyen, donc le traduire en pratique. Et Georges Mandel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait installer au ministère des Postes, au 104 de la rue de Grenelle, alors ça je me souviens du numéro, 2 caméras qui sont des monstres, mais qui ont continué de travailler jusqu'en 1955 ou 56. Hein. Les deux mêmes, puis, je vais vous raconter l'histoire après, et il fait installer 2 caméras dans un petit studio 104 rue de Grenelle, où les ingénieurs peuvent faire de l'image, travailler sur l'image, perfectionner le moyen, ce qui n'a jamais arrêté. Mais il est très évident que si des grosses compagnies, comme la Compagnie des Compteurs, Thomson, RI, c'est les noms d'époque, hein, je ne sais plus comment ça, personne ne connaît plus ces noms maintenant, Thomson vaguement, mais parce que Thomson est resté dans une autre actualité. Mais il y avait des noyaux d'ingénieurs qui travaillaient, mais comme des fous, sur le lignage, le cadre, la manière de transmettre, etc. etc. Et très très vite, et même presque tout de suite, il y a des téléspectateurs qui fabriquent leur poste et qui, eux, regardent ce qui passe. Oui, mais en même temps, et c'est peut-être aussi l'intérêt, je crois, de la notion d'invention, c'est qu'on a dit que le cinéma, par exemple, était véritablement inventé par les frères Lumière, non pas parce qu'ils ont créé le premier appareil, mais la première projection publique-privée. Et donc il y a peut-être quelque chose... Alors, il se passe quelque chose d'important à ce moment-là, c'est que ces 2 caméras, bon, la guerre interrompt le travail des Français, bien entendu, et le travail des Allemands aussi, d'ailleurs, de Telefunken, je crois qu'il s'occupait de la chose en Allemagne. Et le travail continue en Angleterre, qui était un pays où l'intérêt du moyen pour le moyen était très puissant, comme en France, hein, comme en Allemagne. Et tout s'arrête jusqu'en 1943. En 1943, il y a un gars qui s'appelle Hinkmann, qui est délégué par l'armée allemande pour faire de la télévision à Paris. Pour faire de la télévision à Paris, à destination des blessés de guerre du front russe qui étaient dans les hôpitaux parisiens et dans la proche banlieue, parce qu'il y avait un émetteur déjà, et cet émetteur qui datait de l'avant-guerre, il était à la Tour Eiffel, bien entendu. Plus l'émetteur est haut, plus il couvre d'espace. Et il était totalement normal qu'on mette le premier émetteur de télévision en France sur la Tour Eiffel. Il y est toujours d'ailleurs, il y a toujours des émetteurs là. Et puis c'est toujours le point le plus haut de Paris. C'est ce qui justifiait aussi la proximité avec le... Et alors Hinkmann cherche, pour qu'il y ait le moins possible de déperdition du courant d'image qui passait électriquement par un câble vers l'émetteur, et il fallait que, pour qu'il y ait le moins de pertes en ligne, comme on dit, que ça soit situé dans... La rue de Grenelle est tout près, puisque le câble avait été installé par les Français, mais il fallait que ça se passe entre la rue de Grenelle et la Tour Eiffel. Et en se baladant dans les rues, il tombe sur un complexe qui n'existait pas, mais qu'il fait exister, c'est-à-dire une espèce de maison de retraite qui est sise 15 rue Cognac-Jay, célèbre adresse. Et de l'autre côté, rue de l'Université, un local qui est un music hall, qui s'appelait Magic City,
et où on pouvait faire un studio. Il suffisait de percer le mur entre les deux, puisque ce sont deux rues parallèles, et que la maison dite de retraite du 15 rue Cognac-Jay était accolée au studio à Magic City. Il suffisait de percer un couloir. Et c'est ce que Hickman, il réquisitionne la maison de retraite, il vide les gens qui sont dedans, et de l'autre côté, le Magic City ne fonctionnait pas, et ça donne le 15 rue Cognac-Jay où il installe les bureaux, les services techniques, les télécinémas qui fonctionnaient déjà, et de l'autre côté, un studio avec les deux caméras de la rue de Grenelle. Et c'est comme ça que j'ai connu ce couloir qui venait en 50, le couloir, il avait 6 ans, 7 ans. Et la première installation du Studio 1, qui était l'ancien Magic City, et les bureaux qui étaient rue Cognac-Jay, où il y avait encore des salles de bain dans nos bureaux, hein, qui dataient de l'époque de la maison de retraite. Et donc, au moment, comment dire, Hickman fait fonctionner sa télévision qui s'appelait Fernseh Paris. Et moi, j'ai encore retrouvé dans les fonds de tiroirs de Cognac-Jay des rames de papier avec Fernseh Paris comme un TTG en 49, hein, en 50, je veux dire, sur lequel je travaillais, moi, pour faire mes affaires. Et donc, il y a des émissions sur un bout du plateau de Magic City où il y avait déjà un grill, puisque un grill, c'est l'endroit où on accroche les projecteurs. Il y avait une scène avec des lampes, et ça fonctionnait là. Et là, je trouve une télévision qui datait absolument de l'époque des Allemands et où travaillaient déjà des gens comme Gilles Margaritis, célèbre clown et premier fondateur réel de l'esthétique de la télévision, il faut bien dire les choses comme elles sont, et d'autres, Barma, etc. Et il fait fonctionner ça, je veux dire, Hickman, l'allemand, entre 43 et 44. Et puis, bon, arrive la libération, c'est coupé pendant 1 an, et là, d'un seul coup, arrive, après le Conseil national de la résistance, qui avait dit qu'il fallait nationaliser les moyens de diffusion, presse y comprise, parce que ça avait beaucoup collaboré, disons. Et Radio Paris avait laissé de piètres souvenirs. Donc, on a nationalisé la radio en France, en 1945, et on a fait de la télévision qui allait renaître une dépendance de la radio, quoi. C'était un service annexe de la radio. Et c'est pourquoi la télévision qui a redémarré en 45-46, quoi, quelque chose comme ça, évoluait dans un cadre qui était celui de la RDF, Radio Diffusion Française. Sous l'égide du ministère des PTT à ce moment ? Oui, bien entendu, tout ça dépendait encore entièrement de la fonction publique et des PTT. Quand est-ce que ça passe sous l'égide du ministère de l'Information ? Ça, je ne peux pas vous dire, j'en sais plus rien. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui justifie aussi ce passage ? Le fait qu'il y ait un ministère de l'Information qui s'en occupe, quoi. Je veux dire que dès qu'il y a eu un ministère spécialement destiné à l'information, il a voulu sortir ça des PTT qui n'étaient pas destinés à ça. C'est comme l'État s'est mis à s'intéresser vraiment à la culture en rapatriant tout sous l'égide du ministère de la Culture. C'est pas encore fait, hein, même maintenant. Mais au moment où il a été décidé que la culture était importante et qu'il fallait, le jour où on a décidé que l'information était importante, eh ben, il y a eu un ministère de l'Information et le ministre principal de l'Information, c'était Perfit, c'était bien connu. Et ça doit être dans les années 53-54, quoi, quelque chose comme ça, qu'on cesse de dépendre des PTT. Alors, le problème, c'est que vous m'avez posé sur le problème des premiers téléspectateurs, je reviens à ça. Quand moi je suis arrivé à la télévision début 50,
vraiment de février 50, je crois, mais j'y étais déjà passé en 49 pour une chose qui ne s'était pas réellement faite, mais j'avais pris contact avec la maison. Il y avait 1500 téléspectateurs en France. C'est-à-dire que les premiers postes que les boîtes industrielles voulaient vendre venaient de sortir, les premiers écrans à vendre après le coup de froid de la guerre énorme et la difficulté des redémarrages, ça a été 46 par là. Donc il y a eu des premiers utilisateurs, comment dire, non techniciens eux-mêmes, qui ne fabriquaient pas leur propre poste, parce qu'avant c'était des gars, ils fabriquaient leur affaire eux-mêmes. Ça a été dans les années 46, quoi. Et il y avait en France, à mon avis, 1500 téléspectateurs au moment où je suis arrivé. Il y en avait autant en Angleterre. Et puis c'est tout, c'était tout pour l'Europe. Maintenant, il y a des milliards d'écrans en Europe. C'est toute la différence. Quant à l'histoire de la technique donc, de télévision des années 50, on l'a rapidement évoqué, on va essayer de peut-être rentrer plus dans le détail quant à ça. Un grand historien disait à propos de l'histoire des techniques en 1935, dans un article connu des Annales, que technique, voilà un mot dont l'histoire n'est pas faite. Alors, s'il le disait, c'était à propos d'une histoire technique, une histoire des techniques qu'il restait encore à faire. Et aujourd'hui, à propos de la télévision, il semblerait effectivement que l'histoire technique de la télévision reste encore à faire, à écrire. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, d'une part, ce qu'on entend par technique de la télévision. Est-ce qu'on parlera juste seulement des caméras ou des microphones, ou est-ce qu'on ne peut pas aussi envisager, là, parler du studio, c'est-à-dire l'endroit même où vous avez travaillé et qui lui-même contraignait possiblement, régissait du moins vos désirs de réalisation et puis qui était aussi l'endroit où vous tourniez, je dirais, de manière quasi majoritaire puisque les extérieurs étaient très peu présents, enfin les tournages en extérieur étaient très peu présents, si on s'intéresse ici dans le cadre des dramatiques. Des fictions, oui. Alors, moi, la réponse est tout à fait claire. Parlons d'abord des studios, du studio. Ce studio, dès le départ, il a été conçu comme un studio qui ressemblerait à un studio de cinéma. Vous voulez dire ceux des buts de Chaumont? Non, non, le premier, le Studio 1, Magic City. Dès que les Allemands ont eu la possibilité, qu'ils ont installé les deux caméras et une régie pour mélanger les images, parce que le mélange d'images, c'est une des caractéristiques de cette télévision-là, c'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une caméra à une autre en appuyant sur un bouton ou en mélangeant deux manettes, enfin. Il y avait dire que le montage se faisait in situ. In situ, instantanément. C'était pas comme le. Moi, je disais toujours à une certaine époque, je ne le dis plus, mais je le répète là, que le cinéma, c'est on fait des tranches de saucisson qu'on lie ensemble après. On veut donner l'impression que c'est un saucisson qui n'a jamais été coupé, tandis que le phénomène de la télévision est exactement inverse. On a un événement qui se déroule dans sa longueur. Et on peint des tranches de saucisson dessus en faisant des plans. C'est vraiment la différence, c'est-à-dire que les deux systèmes sont totalement inverses. Et on fait semblant de faire du cinéma, ou bien le cinéma fait semblant de faire de la télévision. Il se trouve qu'historiquement, le cinéma, le montage s'est installé avant que la télévision existe, mais on peut imaginer une télévision qui n'aurait fait qu'un seul plan sans inventer le montage. Mais il s'est trouvé que le fait d'avoir tout de suite deux caméras a permis de passer d'un plan général à un gros plan en inversant deux manettes sur un pupitre, ou en passant d'un bouton à un autre quand on voulait monter cut, comme on dit chez nous. Et pour en venir au studio, donc Magic City est devenu le Studio 1, et ça s'est appelé Studio 1 comme un studio de cinéma, et le Studio 1 est devenu, à l'image des studios parisiens,
de cinéma, c'est-à-dire un grill au plafond, un cyclo autour des murs. Alors qu'est-ce qu'un cyclo? Un cyclo, c'est une surface peinte qui empêche de voir les murs du studio, qui sont juste derrière, et qui permet d'installer ou bien des décors devant, ou de l'utiliser comme surface neutre. Je veux dire, mais qui ne... vous savez que les murs d'un studio, c'est pas joli à voir. Il fallait donner l'impression de quelque chose de préparé. Donc le cyclorama, c'est une espèce de grand amphithéâtre de contreplaqué peint, tendu tout, qui fait le tour du studio à proximité du mur. Et le cyclorama, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous modéliser Ben oui, facilement. Si vous voulez, si on suppose qu'un studio, c'est une espèce de truc de 20 mètres sur 40 à peu près, eh ben, le cyclo, c'est ça. Et ça fait 7 ou 8 mètres de haut, de façon à ce qu'on puisse cadrer vers la hauteur. Et derrière, il y a des portes, il y a des sorties de caméra, il y a des câbles, il y a des murs qui sont insonorisés en liège. C'est invisible. Tandis que le cyclo, lui, c'est une surface lisse, neutre, artistique, disons. Alors là-dedans, il y avait au départ deux caméras et qui étaient liées à une sortie de caméra quelque part là, comme ça, et qui évoluaient là. Mais c'était des monstres absolus. Je veux dire que normalement, un caméraman, il est derrière sa caméra, il bouge avec, il est soudé à sa caméra, il sent les mouvements. Là, la caméra était montée sur une espèce de rotule au sommet d'un bâti carrossé, et le caméraman était assis derrière, et il voyait son image, et il travaillait à la main, et il faisait ça avec sa caméra. Une caméra qui faisait quand même 50 cm de large, 40 cm, 50 cm de profondeur. C'était des bahuts énormes, presque avec des roues, mais difficile à pousser, c'était un matériel abominable. Vous voulez dire que le technicien, du coup, du moins le cadreur, était complètement contraint par la technique? Ah bah oui, mais totalement. Quant au dispositif de tournage en vogue, donc à l'époque de Cognac-Jay, au début des années 50, du moins la première moitié, on est dans quelque chose qui ressemble encore fortement au théâtre, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de filmer frontalement, à la place du quatrième mur. Bon, on parle de la fiction. Dans le cadre de la fiction. Bon. Avant l'arrivée des décors en complexe. Oui, si vous voulez. Au début, oui, des gens comme Max Derieux, qui venaient de l'opéra comme métier, ont travaillé par acte, comme le répertoire qu'on pouvait utiliser pour faire de la fiction dans les premières dramatiques qu'on a fait, c'est-à-dire aux environs des années 47-48, était un répertoire issu du théâtre complètement. Il y avait un décor par acte. On les mettait les uns à côté des autres s'ils étaient différents. Et puis on travaillait acte par acte sur deux caméras. C'est-à-dire qu'on faisait, les deux caméras travaillaient le premier acte, puis après le deuxième acte, puis après le troisième. Tout ça était très rudimentaire, disons. Et puis, petit à petit, des gens comme Barma, qui venaient du cinéma, comme Lucot, qui venait du cinéma, qui était déjà là, mais surtout Barma, se sont dit, il faut que ça se rapproche un peu plus du cinéma. Et les décors se sont compliqués, mais c'était toujours des mentions les unes à côté des autres. C'était vraiment une volonté de se rapprocher du cinéma, de faire vraiment comme si c'était du cinéma, ou est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que c'était une manière de faire de la télévision qui serait autre chose? Dès le départ, il s'est trouvé un phénomène très étrange. C'est que dès le départ, la critique de cinéma s'est intéressée à la télévision. Parce qu'il s'est passé les critiques de cinéma, et même quelques théoriciens du cinéma,
Vous pensez à Le André Bazin? principal étant Bazin, bien entendu, qui est tout de même le plus grand critique international de cinéma qui ait eu au monde. C'est dit, il y a un phénomène extraordinaire là. Au cinéma, on fixe une image sur de la pellicule, on la monte et on la projette après. C'est les frères Lumière, la sortie des usines Lumière ou l'entrée du train en gare de la Ciotat, c'est ça. On filme, après quoi on va le montrer parce qu'on a de la pellicule dessus et c'est comme un livre, quoi, on peut le relire. Et la télévision, d'un seul coup, intervenait d'une façon totalement différente, c'est-à-dire que ce qu'on tournait, non, enlevons le mot, ce qu'on prenait devant la caméra était instantanément vu par le spectateur sur son poste. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire. Petit à petit, dès le départ, ce phénomène que quelque rudimentaire que fut le système utilisé pour faire de l'esthétique avec du texte et des images devant, quoi, faire des fictions, même avec ce côté rudimentaire, ils se sont dit, les critiques, hein, il y a là quelque chose d'absolument original et que le cinéma ne connaît pas. C'est une image transmise instantanément. C'est le direct. C'est le direct, en somme. Maintenant, ça apparaît comme tellement normalisé. Mais c'était un phénomène qui a été analysé en Sorbonne. Et il y avait un mot, d'ailleurs, pour traduire ça, qui a disparu. On appelait ça la théorie de la... Moi, ça me faisait rire aux larmes, mais enfin, c'était la théorie de la contemporanéité. C'est-à-dire que l'image était vue au moment où elle était tournée. Alors, ce qui s'est passé après, c'est une volonté de plus en plus affirmée de ressembler au cinéma dans la fiction, volonté absolument définie d'ailleurs par un directeur de la télévision célèbre qui était Darcy, qui nous a réunis un jour, enfin qui a réuni les gars qui faisaient des émissions dramatiques, dont je ne cite pas les noms là, mais il y avait Cazeneuve, il y avait Hecht, il y avait Barma, il y avait Lorenzi qui venait d'arriver. Et il leur a dit, écoutez, hein, alors que dans les premiers temps, le cinéma ne se méfiait pas du tout de la télé, qu'on pouvait y passer des films, ils se sont réunis, puis ils se sont dit qu'on était un danger pour leur public, parce que ça allait se développer, et qu'ils interdisaient à la télévision française, ils ont passé des accords avec l'État, hein, avec le gouvernement, et pour qu'il n'y ait qu'un seul film par semaine qui passe sur les antennes. Or, il y avait déjà au moment où Darcy, c'est 52, 53, il est arrivé après des directeurs de la télévision que moi j'ai connus, qui s'appelaient Jean-Luc, qui s'appelait Arnaud, et ces gens-là ont été convoqués par Darcy, qui volontairement leur a dit les distributeurs me refusent le passage des films parce qu'ils craignent la concurrence de ce moyen nouveau qui est la télévision et qui, s'il n'est pas beaucoup développé, va se développer de façon fulgurante, c'est sûr. Ils m'interdisent donc de passer plus d'un film par semaine. C'est le film du dimanche. Et donc maintenant, vous allez me fabriquer, à partir du répertoire que vous avez, qui est celui des auteurs dramatiques existants, parce qu'on n'avait pas un rond ils n'avaient pas un rond pour payer les textes, hein, rien. Vous allez me fabriquer du faux cinéma avec des caméras de télévision. Or, très très vite, dès ce moment-là, les caméras s'étaient allégées. Au lieu d'en avoir deux, il y en avait trois, et dans un système qui était celui de la Compagnie des Compteurs, je crois. Après, il y a eu Herry, après, il y a eu Thomson. Le matériel changeait tous les 2-3 ans parce que les ingénieurs poussaient à ce qu'on en change. Parce que, d'un, ça faisait vendre à l'État. Quels étaient les grands changements de caméra en caméra? De caméra en caméra, elles ont d'abord... le pied a été... Dans le premier matériel, le pied était associé à la caméra.
Là, il y a eu un pied, et puis on glissait la caméra dessus comme au cinéma, quoi. Les pieds éclairs. C'était des pieds éclairs qui étaient des pieds dits de cinéma, mais qui avaient un énorme défaut, c'était qu'ils n'étaient pas faits pour faire des travelling. Au cinéma, on installe un travelling et on met le pied dessus. À cette époque-là, avec la caméra sur le pied, et tandis qu'en télévision, étant donné que les sols étaient très très plans et très très lisses, ce qui au cinéma n'était pas obligatoire, hein, puisque les travelling, eux, on les calait de façon à ce qu'ils soient parfaitement souples. La télévision a tout de suite été un endroit où on faisait rouler les caméras. Et les pieds qu'on a gardés jusqu'en 65-66, les pieds éclairs qui avaient été conçus en 1930 pour être les pieds de plan fixe des caméras de cinéma, ont été les plans qu'on a fait les pieds qu'on a fait rouler nous pour nos travelling et tout ça. C'était pas conçu pour ça, ça ne l'a jamais été, ça faisait du bruit, les matériels se cognaient les uns contre les autres, les pieds on poussait ça avec un manche qui était attaché à un des pieds et qui manœuvrait les roues de façon, enfin c'était Combien de personnes étaient nécessaires pour manipuler une caméra? Oh bah, c'est simple, hein. Il y avait le caméraman, il y avait qui faisait son point directement, il n'y avait pas de premier assistant pour faire le point en même temps. Il y avait un travelling man qui poussait précisément la caméra dans les lieux définis pour qu'elle y soit. Et il y avait derrière un câbleman qui s'arrangeait pour que les câbles, qui étaient énormes, qui liaient la caméra à l'endroit où on la stockait et où passait d'ailleurs l'image qui s'en allait à la Tour Eiffel après, de façon qu'il fasse le moins de bruit possible en se frottant au sol. Donc il fallait qu'il soulève les câbles pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Il y avait 3 personnes, oui, par caméra. Donc il y a un bel exemple hein, dans le début de Adieu Philippines de Jacques Rosier quant au câble. Oui, absolument, c'était ce matériel-là. Et donc, on a eu, petit à petit, vous me posiez la question de savoir quelle était la taille, le matériel s'est allégé, a pesé moins lourd. Son gros défaut, c'est qu'il tombait tout le temps en panne et que Il produisait beaucoup de chaleur aussi? Oui, il produisait de la chaleur, mais disons qu'au bout dans les années 55, les transistors ont remplacé les lampes. Le premier matériel était à lampe, bien entendu, mais très très vite le transistor est arrivé. Mais il n'empêchait que tout ça chauffait, il y avait des résistances énormément, il y avait de la ventilation dans les caméras, tout ça faisait également du bruit de plateau. Et néanmoins, la grosse différence qui s'est passée, c'est que à l'objectif unique qui était celui du premier matériel que j'ai connu, 400 lignes, s'est substituée une définition différente qui a été le 819 lignes, qui était le système le plus perfectionné au monde. Je veux dire, comme tous les systèmes français, c'est le plus perfectionné, mais c'est le moins rentable. Et qui donnait une image magnifique d'ailleurs. Et ça a été un changement énorme dans la précision des plans. Déjà, les écrans commençaient à devenir plus grands, à prendre une espèce de planéité un peu plus grande, bien que ce soit toujours des tubes arrondis qui donnent l'image. Et il y a eu un autre changement sur ces caméras capital, alors celui-là, c'est qu'il y a eu plusieurs objectifs sur la même caméra. Les fameuses tourelles. C'est les tourelles qu'on faisait pivoter, qui ont pivoté dans les premiers modèles mécaniquement, en faisant du bruit, en claquant à l'arrêt, enfin bon. Mais on a eu 3 objectifs devant la caméra. Et, pas 4 objectifs? Non, 3. Pourquoi? Au début, et ensuite 4. Je me souviens plus si c'était 3 ou 4, mais enfin bon. Il y avait on ne pouvait pas faire entrer trop
un téléobjectif, la caractéristique du téléobjectif, c'est qu'il est plus long que les objectifs courts, que les focales courtes, et qu'il y avait en plus un pare-soleil, ce qu'on appelait un pare-soleil, qui prolongeait encore l'affaire pour que la lumière des projecteurs ne tombe pas sur la lentille et fasse un éblouissement, si bien qu'on ne pouvait pas avoir des téléobjectifs qui allaient très loin. Mais il y avait, disons, une optique aux environs, pour donner l'équivalence du 35 mm, du 80-90. Il y avait un objectif qui était vers le 50 et un objectif un peu plus court qui était le 35 ou le 32. Enfin. Et ça a été la révolution sur les plateaux, parce que d'un seul coup, on avait à la disposition la gamme qui permettait de faire gros plan, plan moyen, plan général, enfin, d'imiter le cinéma. Le cinéma qui, lui, n'avait pas de tourelle. On remplaçait plan par plan, objectif par objectif, ce dont on avait besoin. Donc vous voulez dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, naît le jeu. Enfin, le jeu est possible sur l'échelle de plan. En fait, on peut enfin. On peut le faire mieux, on peut le faire plus à l'aise, on peut le faire avec tous les défauts que ça peut avoir, avec des matériels quand même rudimentaires et qui tombent en panne tout le temps. Surtout le système RI, qui avait fait une caméra plus petite, mais qui avait mis une partie du matériel qui auparavant était dans la caméra, il l'avait mis sur le pied au bout d'un câble, ce qui était évidemment sur une des trois branches du pied éclair, du trépied, ce qui causait des pannes absolument terribles. De toute façon, c'était d'une époque où le panneau « Veuillez nous excuser de cet incident de retransmission, nous reprendrons dès que nous pourrons », était courant, et les chalumeaux, enfin comment on dit, les fers à souder. Les fers à souder étaient au chauffage en permanence. Donc ça ajoutait à la chaleur ambiante. Ah oui, ça ajoutait beaucoup à la chaleur ambiante, également en régie. Les premières régies, la régie étant l'endroit où le metteur en scène manipulait ses boutons et le son dirigeait ses perches, et d'où la régie était l'endroit d'où l'image était émise vers la tour, puisque il fallait passer par le metteur en scène qui changeait les boutons pour passer l'image qui allait à la tour. Les premières régies étaient à lampe, et là il faisait une chaleur on appelait d'ailleurs ça le sous-marin, tellement c'était. Et moi, j'ai pris l'habitude, dès mes premières émissions dramatiques, de me foutre à poil, hein, parce que c'était vraiment quasi insupportable. Mais enfin, sur le plateau, il faisait chaud aussi, parce qu'il y avait les lampes. Enfin, c'était vraiment des conditions totalement inconfortables de travail. Mais donc, je reviens à ce que je disais, et c'est là que ça devient intéressant. Darcy convoque les metteurs en scène de télévision et leur dit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le refus des distributeurs de laisser les films passer, et il dit vous allez me faire du faux cinéma. Vous allez me faire du cinéma, mais je veux que ça ressemble à du cinéma. La petite fiction étant la première motivation de quelqu'un quand il ouvre sa télé, même maintenant. Il ne faut pas oublier que la fiction est toujours la première raison pour laquelle on ouvre un poste. Ce n'est pas l'information. Les gens veulent de la fiction, ils veulent voir de la fiction. Ils veulent voir quelque chose qui ne leur ressemble pas, quoi. Et le premier but, ça a été de faire comme si c'était du cinéma. Mais ça a été une impulsion partagée. L'ordre a été donné par Darcy, bien sûr. Il a dit il faut le faire. Mais les metteurs en scène qui étaient là arrivaient du cinéma, de toute façon. Et ils avaient envie de faire comme si c'était du cinéma. C'est-à-dire qu'au lieu d'installer la caméra comme bien plus tard le fera au théâtre ce soir, c'est-à-dire de mettre des caméras dans la salle et de ne faire les gros plans qu'au téléobjectif et les plans moyens, enfin,
comme on fait un match de foot, quoi, exactement. Il s'est agi, quand on a fait des dramatiques, nous, et de restituer les espaces filmiques du film. C'est-à-dire, un film, c'est fait en moyenne comme c'est le point de vue d'un spectateur qui serait à proximité de la personne qui le regarde. Et derrière, c'est flou, parce que l'œil se concentre sur la vision de... Alors que au téléobjectif, la vision est totalement différente. Donc, il s'est agi d'inscrire nos découpages dans des espaces filmiques, c'est-à-dire en rapprochant une caméra près, une autre caméra un peu plus loin, une caméra encore plus loin, et d'essayer de reproduire la grammaire qui s'était inventée au cinéma de façon plus simple, plus lente, parce qu'il fallait éviter d'aller trop vite, parce qu'il faut le temps de faire les choses aussi. Donc, il s'est agi, dès les années 53-54, d'imiter le cinéma. Et dans les décors aussi, pour en venir aux décors. Si bien qu'il s'est trouvé que Bazin a écrit un article sur une émission de moi qui s'appelait Sixième étage, et où moi j'avais décidé de faire ce qu'on n'avait encore jamais fait à la télévision, c'est-à-dire de faire un décor réellement, comme on disait sur les plateaux de cinéma, en complexe. C'est-à-dire... Est-ce que vous pouvez nous le... Oui, jusqu'alors on mettait, ça c'est le fond du studio, on mettait les décors les uns à côté des autres, et puis on tournait décor par décor, quoi. Alors qu'au cinéma, un décor en complexe, c'est un décor dans lequel, par exemple, pour Sixième étage, il y avait un couloir central. Bon, si le studio est ça, il y avait un couloir central sur lequel ouvraient des portes, et puis un escalier qui descendait dans un sous-sol, un vrai, puisqu'il y avait la possibilité de le faire sur ce niveau-là. Et puis de l'autre côté, ça c'est les portes, hein, tout ça, ce que j'ouvre. Là. Et de l'autre côté, il y avait... ça c'était une première chambre, ça c'était un appartement, ça c'était ça aussi. Et il y avait une caméra ici, une caméra là, une caméra là. Et en faisant bouger les caméras, quand on ouvrait cette porte-ci, cette porte-ci, cette porte-ci ou cette porte-là, quand il y avait une caméra qui était ici, et ben de l'autre côté, il y avait une autre caméra pour les reprendre. Et on pouvait monter cut, l'ouverture et la fermeture de porte. Et il y avait une espèce de circulation qui faisait de l'escalier, qui bougeait. Bazin a immédiatement compris qu'on reproduisait là. Et comme le décor était totalement réaliste, c'était un 6e étage d'immeubles parisiens avec des chambres de bonne, etc., etc. Il a immédiatement compris qu'il y avait là une innovation. Il a écrit un article que vous pouvez trouver, qui est connu, disant que c'était un événement, qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est là que lui a établi la théorie, mais qui correspondait à une réalité, comme quoi on pouvait faire comme du cinéma, enfin à la télévision, mais en direct, d'une part, ce qui était capital, et d'autre part, dans une grammaire plus simple que celle du cinéma, où on pouvait sortir, aller en extérieur, revenir, faire des montages de très gros plans à l'intérieur. Il y avait une technique grammaticalement plus simple, mais qui était la même que celle du studio de cinéma, et avec ce phénomène qui pour lui était capital, de l'instantanéité de la diffusion. Et c'est là qu'il a dit que la télévision, il pouvait y avoir une expression de la télévision en fiction qui ne serait pas du cinéma et qui ne serait pas du théâtre. Mais spécifiquement de la télévision. Ça a été vrai, disons, jusqu'à... Parce que tout ça, tout ce qu'on faisait là, il n'y avait pas de moyen de l'enregistrer au début. Aucun moyen de l'enregistrer. C'est-à-dire que c'était comme un match de foot, ça partait chez le spectateur et puis on n'en parlait plus jamais.
Mais ça, même à l'heure actuelle, le match de foot, il est à 9h moins le quart. Il faut être à 9h moins le quart devant le poste pour Pour ne pas suivre. louper, oui. Pour eux, l'instantanéité de cette diffusion, il y a eu un vrai corpus presque critique qui s'est établi là-dessus, tenait à ça. C'est pourquoi je dis que l'originalité foncière de la télévision est morte le jour où on a pu enregistrer l'image. De deux façons, ou bien la remplacer par du film, parce que le film, on pouvait le diffuser sur la télévision dès le départ, ou bien avoir un magnétoscope pour enregistrer. Donc, Il y a eu pendant pendant 5-6 ans un élément intermédiaire, mais très imparfait, qui s'est appelé le kinéscope, qui était le fait de poser une caméra devant un récepteur de télévision et de filmer ce qui se passait, et on avait un témoignage, mais très dégradé, de l'image. Néanmoins, c'est ce qui nous permet encore aujourd'hui, notamment via l'INA, d'avoir accès quand même, à une grande majorité. Ah oui, à une majorité de films. J'en ai fait rééditer un qui a été le dernier qui est de moi, et qui est avant tout de Gogol, qui est l'auteur, qui s'appelle Les Joueurs, et dont j'ai fait la mise en scène en 60, alors que mon premier film de cinéma est de 61. Enfin, c'est Le Monde Charge. oui, c'est fin 61. La dernière émission de vidéo à laquelle j'ai tenu et que j'ai faite, c'est Les Joueurs, qui est le nec plus ultra de la dextérité possible. C'était vraiment le triple saut périlleux chaque fois qu'on le faisait. Hein. En direct. En direct. C'est-à-dire que c'était monté à l'allure d'un film de cinéma. J'y étais arrivé avec des astuces que je ne vous expliquerai pas. J'avais réussi, d'après moi hein, et d'après d'autres, à restituer un univers expressionniste, mais cadré comme du cinéma, avec les caméras placées à la bonne hauteur, etc., etc. Et je l'ai fait rééditer, c'est consultable, c'est dans les bacs, il suffit de le demander à la FNAC, on l'a, c'est Les Joueurs de Gogol. Et ça, le kinéscope a permis de garder ça, mais sauvegarder la trace. Et le magnétoscope est arrivé l'année d'après, avec ses qualités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence réelle entre l'image télévisuelle telle qu'elle est prise par la caméra et diffusée en direct, et la même image magnétoscopée. Il y a très peu de déperdition. Maintenant, il n'y en a même plus du tout. L'époque du direct, avant qu'elle ne change radicalement, hein, vous nous le disiez, pour aller vers l'époque du magnéto et donc de la sauvegarde, etc. Cela correspond aussi, quasiment date pour date, à la période du monophonique. Ce qui est intéressant quand on parle de la télévision, aussi du cinéma, c'est que souvent on parle de l'image et on oublie quelque part l'importance du son. En lisant nombre d'articles écrits sur la télévision d'alors, tous ou beaucoup louent la qualité, la très bonne qualité du son à la télévision, sans doute sur le modèle de la radio, du moins c'est ce qui est dit, et d'autre part, la première expérience stéréophonique, ce sont les Perses de Jean Prat en 1961, qui sont tournés pas loin, d'ailleurs, à Franqueur. À Franqueur, là derrière. Et donc, est-ce qu'on n'a pas là aussi une particularité donc, due à cette monophonie, à cette façon dont on enregistrait le son, qui me semble être plutôt statique C'est vrai et c'est faux, d'après moi. Mettons à part la fiction qui prenait des risques avec des perches rudimentaires, et avec des bruits de plateau dus au pied de caméra, au bruit, aux activités scéniques d'ailleurs elles-mêmes, qui faisaient que le son n'était pas bon. Mais, d'autre part, les émissions de plateau, elles, étaient impeccables, puisque les gens étaient assis et qui causaient, comme maintenant. Et la qualité du son radio était très supérieure forcément au son cinéma, pour une raison simple, c'est que c'était pas enregistré, c'était du direct.
il n'y avait pas de déperdition à cause du support. Or, le support son des années 50, au cinéma, ça a été d'abord l'enregistrement optique, où il y avait Donc, inscription sur la pellicule. sur la pellicule, et puis après ça a été les premiers magnétos qui n'étaient pas terribles, et puis après il fallait remixer là-dessus. En plus on était dépendant de la qualité des haut-parleurs qu'il y avait dans les salles de cinéma, et puis le son au cinéma était, étant donné que c'était pour 300 ou 400 personnes à la fois, poussé, de sorte qu'il y avait une impression de confort qui était due au fait qu'on recevait chez soi, assis dans son fauteuil, le son monophonique de la télévision, quand il ne s'agissait pas de fiction, hein, qui était incomparable avec celui du cinéma. Mais j'ai l'impression que c'est plus dû, au fait que le son était diffusé une fois et puis que sa qualité était maximale quand elle passait chez le téléspectateur, et deux, à l'impression de confort de recevoir chez soi, tranquillement, des choses qu'il faut aller chercher au cinéma et qui sont moins bonnes parce qu'elles sont gravées dans la pellicule. Alors, quant au micro employé, on a parlé des caméras, des différents types de caméras. Quels étaient les avantages, les inconvénients, les particularités? Il semblerait qu'il y ait eu deux marques qui se soient partagées le marché, les Western Electric ou Westrex. Oui, les Westrex. D'abord, donc micro américain, et ensuite les Shops. Alors, les Shops allemands. Au début, les premières dramatiques que j'ai faites, ça a été fait avec des perches qui avaient des Westrex au bout. Les Westrex étaient extrêmement lourds. C'était un micro. Bon, il y a tout de suite eu le départ entre statique et dynamique, enfin, je veux dire, dans les micros. Et c'était vraiment un micro américain qui était fait pour aller au bout d'une girafe, ce qu'on appelait une girafe, qui est cet instrument sur lequel un preneur de son debout manœuvre une manivelle et fait avancer un mât qui se rétracte, qui peut bouger, il peut orienter la caméra aussi. Et là, ça ne fait pas de bruit, et le poids n'a pas d'importance, pour la bonne et simple raison que l'ensemble est entièrement mécanisé. Tandis que tenir une perche avec un General Electric au bout de 20 minutes, les bras font mal, hein, parce que ça pèse très lourd. Alors, très vite, les ingénieurs de la télévision française ont essayé de remplacer ça par du matériel beaucoup plus léger et beaucoup plus souple. Et c'est un micro allemand qui a pris les devants et qui a gagné la course, parce qu'il y avait plusieurs micros en compétition. C'est le Shops, dont d'ailleurs la France a été le principal utilisateur, parce qu'il y a eu un ingénieur qui s'appelait José Bernard, soutenu par sa hiérarchie, qui a dit le Shops, c'est ça qu'il faut utiliser. Le Shops, c'était un matériel formidable, parce que au départ, il était divisé en deux. Il y avait le micro, puis il y avait une boîte derrière au bout d'un fil, mais tout ça devait peser 500 grammes, quoi. Et puis ensuite, dans une deuxième période, tout le matériel a été bloqué dans un petit tuyau qui faisait 25 cm de long, comme un gros cigare, avec une pastille au bout orientable, et on avait un micro beaucoup plus léger à supporter, avec lequel on pouvait manœuvrer beaucoup moins, qui risquait moins de rentrer dans le champ des caméras par le haut, comme c'était le cas généralement avec les Westrex. Mais comment dire, il n'y a pas eu de concurrence entre les deux. Le Shops a succédé au Westrex, et à partir de là, il n'y a plus eu que le Shops, jusqu'au moment où sont venus d'autres concurrents allemands, comme le Neumann, enfin d'autres micros. Mais le Shops était... Et en plus, la courbe auditive du Shops était bonne. C'est-à-dire que le Westrex était, comment dire, sa zone de bonne prise de son l'angle était relativement étroit, le Shops était plus large,
Et on pouvait soit le mettre en cardio, c'est-à-dire de façon très étroite, soit le mettre en omni, et ça prenait plus large, mais le Chops avait au départ un gros défaut, c'est que les sifflantes, les S, les che, il les sortait beaucoup, 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 et ça donnait une agressivité au son qui était le défaut de ce matériel nouveau, mais qu'ils ont corrigé plus tard. Mais quand même, du coup, l'avantage du passage du Westrex au Shop, ça a permis de rompre avec une fixité en fait de l'action qui était, Oui, qui était obligatoire. Mais tout a été fait petit à petit pour rendre les matériels son et image plus maniables, plus souples, jusqu'au pied qui a été remplacé par les pieds Vinten anglais dans les années 60, 62, 63, je crois, et qui, eux, étaient des pieds qui montaient et descendaient sans faire de bruit, qu'on pouvait faire évoluer sur le plateau sans faire de bruit, et qui ont duré, des gros pieds qui ont duré aussi une vingtaine d'années. Maintenant, c'est des pieds très légers qui fonctionnent, puisque les caméras sont devenues d'un poids quasi inexistant. Quant au studio, pareillement, donc la télévision française va connaître deux périodes. D'abord la période de Cognac-Jet, du 13-15, donc rue Cognac-Jet, et puis de l'autre côté où rue il y avait quand même, il y avait 3 studios. Il y a eu le 1 au départ, et puis il y a eu le 8, et puis il y avait un studio au 3e étage. Dès les années 54, il y avait plusieurs studios à Cognac-Jet déjà, mais c'était très très insuffisant de toute façon. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé entre les studios de Cognac-Jet, notamment le 1, où, si j'ai bien compris, vous tourniez vos dramatiques, et ensuite... Non, j'ai tourné également sur le 2 et sur le 8. À Cognac-Jet ? À Cognac-Jet, oui. Mais qui était plus petit ? Qui était plus petit que le 1. Le 1 était le grand studio, oui. Et ce qui a changé, il s'est passé la chose suivante. Les studios de Joinville, c'était les studios Gaumont. Les studios de début de Chaumont, c'était les studios Gaumont. Et ces studios Gaumont, on y a tourné des choses magnifiques, mirifiques, jusqu'en 53-54. Jusqu'à l'incendie. Et puis ils ont brûlé. Non, d'abord... La télévision a acheté. A commencé par racheter pour y faire des studios qui ont opportunément brûlé. Bon, enfin, ça c'est un autre problème. Après quoi, on a construit les studios de Chaumont en dur. Alors vraiment, c'était du béton. Il fallait couler du béton pour faire de l'argent. On a coulé des murs d'une épaisseur incroyable en faisant des studios en dur avec des insonorisations énormes, des portes. Remarquable studio, hein. On n'a jamais fait mieux que les studios des buts, incontestablement. Mais nous, on disait, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de parapluies insonores, on pourrait monter en plus léger, de façon à prévoir l'avenir. On nous a envoyé chier, les metteurs en scène. Alors, c'était les polytechniciens qui avaient créé la télévision qui chapeautaient ça. Ils étaient de mèche avec les industriels du béton. Ça s'est passé par-dessus nos têtes, et paraît-il dans notre intérêt. Mais c'était vrai, et celui du téléspectateur, c'était vrai aussi, mais disons que c'était comme les changements de caméra qui succédaient tous les 3-4 ans. Là, il fallait aussi construire, parce que c'était les 30 Glorieuses, et qu'il fallait faire travailler le béton et le BTP. Mais pour les studios des buts étaient évidemment mieux organisé, plus souple d'utilisation électrique pour les lampes, les projecteurs. Plus grand aussi ? Pas plus grand que le 1, non, pas tellement. Les derniers étaient plus grands. Est-ce que vous pourriez dire que, par exemple, les joueurs dont vous parliez, dans votre version de 60, parce qu'il y a une version de Barma en 50, est-ce que votre version, vous auriez pu la faire à Cognac-Jet, en fait ? Oui. Donc il n'y avait pas... Sur le 1, oui. Non, les studios étaient comparables. Seulement, il s'est trouvé petit à petit que les studios de Cognac-Jet ont été dévolus à l'information et à quelques variétés, tandis que
spécifiquement, les premières années, le 11, le 12, le 13 et le 14, ont été dévolus, le 11, le 12, Le 13. le 13 et le 14, ont été dévolus au dramatique et aux grandes variétés, quoi. D'accord. Et puis il y a un studio, le 13, qui s'est spécialisé dans les émissions d'Averti. Il a monopolisé et il y a fonctionné pratiquement en permanence. C'était son studio en quelque sorte. Oui, c'est ça. Toujours donc sur l'histoire de la télévision, de la technique de la télévision, mais du côté des techniciens. Donc, si on part du principe que vous, réalisateurs de télévision ou téléastes, si on vous met sur le même plan que les cinéastes, donc auteurs de télévision, si on considère que vous étiez donc technicien de télévision, d'où venez-vous? On sait que pas mal d'entre vous sont issus par exemple des rangs de l'IDEC, de l'ancienne FEMIS. Oui, j'ai compris la question. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelles ont été vos volontés. Est-ce que vous vouliez faire du cinéma? Comment vous êtes arrivé à la télévision? C'est très simple. Moi, j'ai une histoire un peu particulière. Je suis juif, issu de parents immigrés de Pologne. Et je suis né à Paris, en 25, j'ai 91 ans aujourd'hui, alors, je vais vous dire. Et en 42, je suis tombé, j'allais au cinéma comme j'habitais Paris. Il y avait des cinémas de quartier de toutes les 3 rues. Dans mon 12e arrondissement natal, il y avait le Ruy Palace, il y avait le Thème Palace, il y avait le Cursal du 12e, tout ça dans un rayon, il y avait le Courteline, il y avait le Zoo Palace, tout ça dans un rayon de 800 mètres. Hein. Donc, on allait au cinéma le jeudi après-midi, puisque à cette époque-là, c'était pas le mercredi, le jour off pour la communale, c'était le jeudi. Dans ce quartier relativement prolétaire à ce moment-là, et campagnard d'ailleurs en partie, qui était le 12e arrondissement. Et j'allais au cinéma, j'étais amoureux du cinéma comme tout le monde, quoi. Tout le monde allait au cinéma. Et puis, la guerre arrive, les Allemands arrivent. Moi, je continue à faire, je passe au lycée Louis-le-Grand, et j'ai du mal à supporter l'idée que je suis juif. Je veux dire que je suis un homme au nez crochu et aux doigts crochus, et que je suis Dali, l'excrément de la terre. C'est pas marrant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un jour, on m'emmène à la Comédie Française, je tombe amoureux de la Comédie Française. J'étais très bon en français, hein, c'est pas le problème. Mais d'un seul coup, je tombe amoureux de la Comédie Française, et je vais pratiquement, je sèche le lycée Louis-le-Grand au moins 2 fois, 3 fois par semaine, et soirée n'en parlons pas, pour aller voir tous les spectacles de... C'est comme ça que j'ai vu débuter Jacques Charon, des gens comme ça, René Faure, enfin et Debucourt était là, Clarion était là, c'était une époque assez formidable. Mais ce qui me motivait, je crois, plus que tout le reste, c'était le fait que, portant à la fin l'étoile jaune, j'étais admis sans problème. Je continuais à faire partie de la communauté française, cette communauté française de la salle de la Comédie Française, tendue vers un répertoire en français qui, lui, n'avait pas subi la défaite de 40 et de la France prise en 3 semaines par les blindés de Guderian. Au théâtre, on n'avait pas honte. Les Français n'avaient pas honte d'être Français. Moi, j'étais très bien, j'étais Français comme un autre, quoi. Et puis, en mars ou avril 42, je vais au cinéma voir un film parce qu'il y avait des traîneaux, ça se passait au Canada, il y avait Vanel et Michel Morgan, qui s'appelait La Piste du Nord, et qui plus tard s'est appelé La Loi du Nord, et qui était fait par un grand du cinéma mondial, qui s'appelait Jacques Feder, qui avait vraiment participé à l'élaboration de la technique mondiale du cinéma. Il avait commencé dans les années 20-21. Et je tombe amoureux de Michel Morgan en voyant ce film. Je vois le film 22, 23 fois, je crois, en un mois. Et les 8 premières fois pour Michel Morgan, et le reste du temps pour le film. Parce que je suis, comme Claudel derrière sa colonne, découvrant Dieu à Notre-Dame. D'un seul coup, je comprends comment ça marche.
comment ça se fait. J'avais déjà compris l'année d'avant au Français, en allant au théâtre pratiquement, qu'il y avait une mise en scène, que la mise en scène ça existait. Avant, j'en savais rien, mais je m'apercevais qu'il y avait un praticable de 4 marches où le principal personnage montait pour être au-dessus des autres et que cette différence physique engendrait un poids social. Et le roi montait sur des marches et puis qu'un projecteur s'allumait au moment opportun pour l'éclairer. Et je me suis dit, c'est fait exprès. Mais ça ne m'avait pas emmené plus loin que ça. Et puis, je vais au cinéma, je vois La Piste du Nord et je vois je comprends tout, plan général, gros plan. On était deux, un copain et moi qui s'appelait Combarieux, on comprend ça ensemble. Et la technique du cinéma, on allait au cinéma depuis qu'on avait 5 ans, on était imbus de cinéma, comme les gens sont imbus de télévision de fiction. Et on se rend compte de comment la grammaire fonctionne, comment la caméra fonctionne. C'est une espèce d'illumination réellement. Et on décide qu'on fera du cinéma, l'un comme l'autre. Et on essaye de trouver une littérature pour savoir comment ça se faisait, le cinéma, on n'en savait rien. Alors, est-ce que vous avez, à cette occasion, eu connaissance de ces ouvrages? Vous en avez ramené quelques-uns qui vous disent peut-être quelque chose? Et cette grammaire, non, le Berthommieux, non. Je l'ai lu, mais je l'ai lu après. C'était pas très intéressant, j'avoue. Vous avez le droit. Le savoir filtré non plus. Mais ça, je l'ai. Il y a celui-là, le Loducade, que sais-je, est paru, celui-là, Technique du cinéma, est apparu après la guerre. Mais en 1942, existait du même Loducade, dans la même collection, un autre qui s'appelait Histoire du cinéma. Et c'est vraiment un bouquin que j'ai appris par cœur, mais dans des conditions que je vais vous expliquer. Et donc, on cherche une littérature de cinéma, comme je vous disais, et il n'y avait rien. Il y avait quelques essais de Jean Epstein, dont un qui est resté célèbre, qui s'appelle Bonjour Cinéma, qui a été fait en 1921, et où la vedette, c'était Nazimova. Et il y avait une histoire technique, des techniques du cinéma muet, sonore et parlant, chez Albin Michel, qui s'appelait Ducon, l'auteur, mais D-U-C-O-M, il avait fait changer un jambage. Et il y avait surtout un bouquin qui venait de paraître chez Payot, qui s'appelait Silence on tourne. Et celui-là, je l'ai appris par cœur aussi, parce qu'il donnait l'état des techniques de tournage à Hollywood en 1939. Et il est paru pendant la guerre. Les Allemands n'ont pas. C'est pas parce qu'il parlait d'Amérique qu'il a été empêché de paraître ou censuré. Du coup, on apprenait comment on faisait un scénario. Il y avait une vingtaine d'auteurs qui chacun avait un chapitre. Comment on écrivait les dialogues, comment on tournait, quelle était la caméra, comment étaient les studios, etc., etc. Et là, je l'ai bu, celui-là, je l'ai réellement bu. Et je l'ai d'autant plus bu, ainsi que le bouquin de Loduca, que le 16 juillet 1942, j'étais en première et je passais mon bac, a lieu la rafle du Veldiv, dont je devais être évidemment une des victimes. Mais on a été prévenu la veille. Donc on s'est camouflé, on s'est camouflé pour 3 jours chez le professeur de piano de ma mère, pas le mien, celui de ma mère. Et ça a été extraordinaire. Au lieu de rester 3 jours, on est resté 2 ans. Sans sortir une fois. Je suis Anne Frank, sauf que je ne suis pas mort. Voilà. La grosse différence, c'est que j'ai survécu. Et bien, bon, c'est d'autres problèmes. Mais j'ai eu l'occasion là de faire du cinéma en chambre pendant 2 ans, mais en pensant au cinéma tout le temps et tous les jours, en écrivant même, mais sans pouvoir aller voir un film. Et en même temps, paraît en début 1943, la réédition d'un bouquin qui avait été écrit par 2 critiques de cinéma avant la guerre et qui s'appelait Histoire du cinéma,
de Bardèche et Brasillac, rien que ça, 2 collaborateurs, bon, il y en a un qui a été fusillé quand même, Brasillac, l'histoire est célèbre, mais qui était d'excellents critiques de cinéma et qui avait fait une vraie grosse histoire du cinéma, très intéressante et très intelligente. Malheureusement, comme c'était une réédition de 1942, un bouquin brutalement devenu antisémite, enfin bon. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer qu'Eisenstein était juif et que Chaplin, il le prenait, et il l'était d'ailleurs, et qu'il était juif aussi, et que l'influence sur le cinéma des deux a été l'influence majeure avec celle de Griffith. Alors, bon, et ce bouquin-là, tout en le prenant avec des pincettes, je l'ai dévoré, parce qu'il y avait les autres cinémas, il y avait le cinéma anglais dedans, il y avait le cinéma russe bien expliqué et tout. Et dans notre enquête à mon copain Combarieux et moi, juste avant la rafle du Veldiv, on s'était enquis des écoles qui existaient pour faire du cinéma. Eh bien, il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'une. À cette époque-là, l'IDEC n'existait pas, la FEMIST, qui est le successeur de l'IDEC, n'existait pas. Il n'y avait pas d'école privée de cinéma, il n'y avait rien. Le cinéma se faisait d'ailleurs par la meilleure école qui soit, qui est l'ETA. L'ETA, ça veut dire le travail sur le plateau, d'être stagiaire, puis être second assistant, puis être premier assistant, puis bon. La seule école qui existait, c'était l'école nationale de photo-cinéma, qui était rue de Vaugirard, la rue de Vaugirard, comme on disait. Mais à cette époque-là, il ne fallait pas bac plus 4 pour y entrer, il fallait le premier bac. C'est un lycée professionnel, quoi. Et la première chose que j'ai faite en sortant, j'avais pas marché plus de 8 pas dans un sens ou dans un autre pendant 2 ans. Le surlendemain de la Libération, j'ai fait l'endroit où j'étais, qui était le 81 boulevard Poniatowski, dans le 12e arrondissement, Porte Dorée, jusqu'à Vaugirard, à la gare Montparnasse, qui était rue Vaugirard, mais à pied. Je sais que ça n'a pas été facile, pour m'inscrire à l'école. Je me suis inscrit à l'école, et là, c'est la France. Il y avait quelqu'un le 26 août 1944 pour prendre les inscriptions. Il faut le faire quand même. Donc, après la guerre, je suis devenu un élève caméraman à Vaugirard. Mais comme on y faisait pratiquement que des cours théoriques, parce que la pellicule était rare et qu'on ne pouvait pas tourner, il se trouve que l'armée française a besoin, aux environs du mois de mars 1945, c'est-à-dire 6 ou 7 mois après la libération, elle constitue un corps expéditionnaire pour aller reconquérir, la guerre n'était pas terminée, pour aller reconquérir l'Indochine. Et elle a besoin d'un corps de caméramen pour ça, pour sauter en parachute sur Hanoï, quoi. Et elle nous fait dire, si vous voulez partir, on vous assure 9 mois de cours à New York et à Hollywood pour apprendre votre métier au Signal Corps. Le Signal Corps, c'était le service cinéma de l'armée américaine qui était dirigé simplement par Capra, rien que ça. Alors, inutile de dire qu'on a foncé, et il y a un blanc dans les annuaires de Vaugirard. Il est resté, on est parti 2 promotions de 30. Il a dû en rester 2 ou 3 en France. On est tous partis. Et là, pendant 9 mois, de la caméra, j'en ai fait. J'ai appris la technique américaine, et les cours étaient sérieux, et j'ai brûlé de la pellicule à ne savoir qu'en faire avec une caméra à main qui s'appelle la 70DA, qui était la caméra avec laquelle Capra a débarqué en 1944. Une belle EOL, la marque? Non, la marque, c'est une... comment ça s'appelle? Bell & Howell. Oh, d'accord. En 3 mots. Bell & Howell, une 70DA, qui était la même que celle une caméra qui était la même que celle qu'utilisait Capra le jour du débarquement, d'ailleurs, qui était celle qui est la caméra de tous les reportages américains. Et là, j'ai vraiment appris mon métier. Après quoi, on est rentré en France, je suis parti en Algérie, où j'ai été le caméraman personnel de Leclerc, qui était commandant des troupes françaises
en Afrique du Nord, et où il avait été balancé par De Gaulle qui n'en voulait plus en France. Et après quoi, bah, j'ai fait du film, j'ai fabriqué des films en tant que cadreur d'abord, puis pour finir en tant que chef opérateur de court-métrage, jusqu'en 1949, c'est-à-dire à expiration du contrat que j'avais signé de 4 ans, que j'avais signé avec l'armée. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de rentrer dans le cinéma. Mais comme je n'avais pas mon diplôme de Vaugirard, puisque j'étais parti avant la fin des études comme tous mes camarades, c'était l'époque de la maison fermée, quoi. La CGT bloquait les entrées. Il fallait avoir ça pour entrer dans le cinéma. Je ne l'avais pas, je n'ai pas réussi à entrer, j'ai tourné autour, j'ai fait du film annonce, jusqu'au jour où le patron de la boîte de film annonce où je travaillais, qui s'appelait Cholo, qui était le raccourci de Cholodenko, il était d'ailleurs le père d'un enfant qui est devenu après Marc Cholodenko, l'auteur. La boîte était dirigée par lui et par Rossignol, qui était le Jean de Gallimard, qui après a passé sa vie à vendre des droits de cinéma, des droits de cinéma Gallimard au cinéma français. Et un jour, Cholodenko me dit « Vous savez faire un plan de travail ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Parce qu'à la télévision, ils ne savent pas, alors vous pourriez aller les voir ». C'était fin 49, ça. Et la télé quoi ? Il n'était pas question que je sache, j'étais passionné de cinéma, j'étais fou, j'allais au cinéma tous les jours. J'avais fondé le ciné-club universitaire en 1945, j'y étais revenu. Enfin, bon. Et il me donne un téléphone, je téléphone, j'arrive à joindre personne, et on préparait un film annonce pour un film de Duvivier, je me souviens, qui s'appelait Black Jack, qui était pas un très bon film. Et on a eu un accident de voiture parce qu'on était mort de fatigue à 5h du matin et on mixait à 9h à Épinay. On s'est planté sur le pont d'Épinay et moi, je me suis retrouvé avec 9 points de suture cousus à vif à l'hôpital de Saint-Denis. Et dans mon lit, je me dis, il faut que je retéléphone à ce mec de la télé, Vision. Et je téléphone à mon patron Chelot pour lui dire j'ai téléphoné là. Mais il dit c'est pas ça le numéro, tu t'es trompé de numéro. J'avais fait invalide 88-86 au lieu de faire invalide 08-86. Je retéléphone et là je suis convoqué. Là j'arrive à Cognac-Jet, je visite Cognac-Jet. Et le plan de travail était déjà fait, on n'avait pas besoin de moi. 2 mois après, on me rappelle, Esch, que j'étais allé voir, qui était le patron des émissions enfantines, qui venait de se créer. Il y avait 2 personnes. Il y avait une fille qui s'appelait Denise Billon, et lui, et la fille avait 20 ans, et lui en avait 35-40. Et il me téléphone en disant, écoutez, repassez voir le patron des émissions de la télé, on a peut-être besoin de vous. Et je vais voir un gars qui s'appelait Vigneault, qui avait une grande barbe blanche, qu'on appelait Barbouze d'Azur, et qui était il avait eu un Oscar à Hollywood pour un film sur Notre-Dame de Chartres, et qui m'interroge sur mon passé cinématographique, etc., sur mes connaissances. J'ai l'impression que je lui plais, et il me dit, écoutez, nous avons besoin, une fois tous les 15 jours, d'un magazine de télévision pour les émissions enfantines. Vous nous fournissez ça, et nous, on vous emploie. Je me dis, chouette, enfin du boulot. Je cavalais après du boulot depuis 1 an. Je dis, ouf. Je dis, merci, je vais vers la porte, et là, il me dit, dites donc, monsieur Bluval, sans vous offenser, vous avez une caméra ? Ah, bien sûr, j'ai une caméra. Oui, parce que nous, à la télévision, on n'a pas de caméra. Il s'agissait de faire du film. Hein. Là, pas de direct du tout, c'était du 16 mm, muet. Et j'ai dit oui, et j'ai fait ce que j'ai voulu dans cette émission enfantine. On prenait le métro pour aller faire des sujets, il n'y avait pas de voiture. C'était la dèche la plus complète. L'essentiel, c'était de fournir du matos et de le monter, et de faire que
Donc j'applique tout ce que j'ai appris en Amérique pendant 2 ans à faire un magazine qui s'appelait Jeudi après-midi. C'était pas compliqué la vie. Après, j'ai inventé, avec les aventures de Jackie, parce qu'on commençait à se libérer un peu des carcans, on pouvait aller un peu en province. J'ai fait le premier feuilleton mondial pour enfants de télévision qui s'appelait Les Aventures de Jackie, avec un petit acteur qui était le fils du principal chapelier de théâtre français. Et puis ça se développe, ça se développe, ça se développe. Ah, Stelio Lorenzi arrive, Barma, qui était déjà là, continue à travailler. Luco commence la piste aux étoiles. Enfin, la télévision se développe. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est de faire de la fiction, de la vraie, et pas pour les enfants. Et Pourtant, vous y aviez une belle liberté, en fait, qui était ah, mais offerte par... je l'ai conservé jusqu'à il y a 3 ans, hein, celle-là, en me battant de plus en plus pour l'avoir, mais je dois être le dernier à l'avoir conservé. J'entendais aussi par rapport aux moyens techniques, parce que vous pouviez tourner en extérieur, comme Ah, bon bah il vous oui, semblait, ça n'avait. Mais, avec quelque chose qui devait ressembler à ce que vous aviez appris au Signal Corps de oui, New mais York. tout à fait. Mais malgré ça, c'était pour les enfants, avec une chose que je déteste, c'est faire travailler des enfants. Bon. Et puis, le standing voulait que le réalisateur de dramatique en studio soit, comme au cinéma, euh, la fonction la plus honorable et la plus honorée, et la plus payée aussi. Et du coup, un jour, j'ai été trouvé Darcy, qui était là depuis 2 ans, et je lui ai dit, je voudrais passer au dramatique, qui était le téléfilm d'époque. Le dramatique en direct, sans filet, hein, comme je vous ai expliqué, le match de foot, avec toute la technique du direct, les répétitions et tout ça. J'aimais le théâtre depuis longtemps et je voulais appliquer là. Et il me dit non, vous faites très bien ce que vous faites là où vous êtes, restez-y. J'ai dit non, si c'est dans ces conditions-là, je me tire. Je me suis tiré, parce que je voulais faire du cinéma. Impossible de rentrer dans le boulot. Au bout de 6 mois, je tirais à la langue. Au bout de 6 mois, Darcy, cet ancien militaire, on l'appelait Képi Bleu, ça a dû lui plaire. Il m'a rappelé en disant, vous voulez faire une dramatique? Eh bien, faites-la. Et comme le Pèlerin, qui est un petit Villedrac du répertoire que j'ai fait à ce moment-là, a eu l'ordre de plaire, qu'après j'ai fait 6e étage où j'ai inventé le système en complexe dont je vous ai parlé, qui a eu beaucoup de succès, qui était un mélodrame sans importance, mais qui a eu beaucoup de succès. Je me suis trouvé embringué dans le système des émissions dramatiques jusqu'en 1960, où j'ai fait les joueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'en ai fait une 30 ou 40, quoi. Je veux dire, on travaillait 2 mois, on répétait, on choisissait le sujet, on, on fabriquait le principe selon lequel on travaillait, ça durait une semaine ou deux, on allait voir le décorateur et on pensait à l'implantation des décors sur le plateau, après quoi on répétait dans les traces du décor déjà fabriqué 2 à 3 semaines avec les acteurs comme au théâtre, mais en insérant les places de caméra en même temps avec une script qui notait tout au quart après, parce qu'il ne fallait pas se gourer. Hein. C'était vraiment le triple saut périlleux en permanence. Et les acteurs apprenaient leur texte pour le dire une seule fois. Ils l'apprenaient pendant des semaines. Et à la fin, on avait 2 jours de technique où on avait l'installation technique des caméras et des places de caméra et des places d'acteurs à faire pendant 1 jour et demi. Ensuite, il y avait un filage, une générale en costume, et on passait le soir en direct. Voilà, je vous ai raconté comment je suis arrivé à là-dedans. Je voulais aborder la notion d'idéologie, en fait, qu'il pouvait y avoir, Oui. ou, disons, une potentielle lecture politique, en fait, de cette télévision d'alors. Qu'est-ce que vous voulez dire par politique? Alors, il y a une phrase d'un texte très connu qui provient en fait d'un article de Jean-Louis Comolli, Technique et idéologie, dans lequel il dit la télévision, souvent, elle est pensée, les moyens techniques sont souvent perçus comme étant neutres, comme n'ayant pas d'idéologie
propre. Or, dès lors que l'on utilise des moyens techniques, ce dont on a parlé, on voit bien assez vite la manière dont on peut être contraint, dont on peut être gêné, et en même temps, ce qu'elle peut nous permettre de faire, ce qu'elle autorise. Et par rapport à vos positions, à vous, à vos camarades téléastes et à vous-même, qu'est-ce que vous avez pu dire et que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez dit et que vous n'auriez pas forcément voulu dire? Quelle a été votre position? Non, je comprends. Je comprends. Alors, divisons le sujet en deux. Un, vous avez employé le mot politique. Réglons le problème du mot politique. Disons la politique au sens étroit du terme, au sens... on avait tous des opinions politiques. La télévision a démarré très à gauche, comme tout le spectacle d'ailleurs, dans les communiste. années... mais moi j'ai été communiste, enfin, tardif mais communiste, et j'ai fondé le syndicat CGT, je suis un des... le dernier qui survit, je crois, de ceux qui ont fondé le cinéma, le département cinéma de la CGT. Oui, c'est ça. Non, pas le département télévision. Le cinéma, le 92 Champs-Élysées, c'était le nom du syndicat cinéma, existait depuis longtemps, mais il nous a accueillis, nous, comme des chiens dans un jeu de quilles, très franchement. Résultat, il a fallu fonder notre propre syndicat, qui s'appelait le SNRT, le Syndicat national de radio-télévision, et s'est lui-même ensuite scindé. Il y a eu un SFRT, le syndicat des réalisateurs de télévision. Mais tout ça a été CGT, parce qu'il y a jusqu'en 65-66, il n'y a jamais eu en France d'autres syndicats de spectacle que le syndicat CGT. Il était hors de question. Mais disons que la majorité de la télévision allait du communisme à la gauche. Il y avait très peu de gens qui s'affirmaient à droite. Bon. Donc je suis toujours de gauche, et même d'extrême gauche, sans appartenir à aucun parti. À mon âge, ils n'ont plus rien à foutre de m'avoir ou de ne pas m'avoir. Mais, j'ai pas changé. Et cela dit, un certain nombre d'entre nous, et des plus importants, Lorenzi en particulier, Pratt, moi, Mitrani, d'autres, nos opinions de gauche et d'extrême gauche étaient affirmées dans la vie, elles l'étaient beaucoup moins à l'image. Alors, attendez, elles étaient beaucoup moins à l'image. Pourquoi? Parce que le communisme français a toujours été très jacobin, et spécialement à travers Lorenzi à la télévision, il a continué à l'être à travers la caméra explore le temps. Il y avait parmi nous beaucoup de communistes, la télévision penchait très très nettement à gauche, mais ça ne voulait pas dire que ça allait se traduire dans les émissions, surtout pas de fiction. Pourquoi? Parce que d'abord il y avait la censure, bien entendu, mais cette censure n'avait pas besoin de s'exercer beaucoup, parce qu'il y avait avant tout de l'autocensure. Le communisme français a toujours été extrêmement jacobin, et l'émission principale où ça s'exprimait, c'était à travers l'émission de Lorenzi, communiste lui-même, et principal le metteur en scène le plus connu de la télévision à cette époque-là. Et il s'était entouré de deux personnes, une progressiste qui était Decaux, Alain Decaux, et un autre qui était royaliste carrément, qui s'appelait Castelot, qui était le frère de l'acteur Castelot d'ailleurs. Et ces gens-là fabriquaient des émissions qui étaient beaucoup sur la Révolution, La Terreur et la Vertu est la plus célèbre, mais qui traduisaient des points de vue d'une gauche jacobine. Disons que Furet n'aurait pas eu grand-chose à reprendre. Furet qui a cassé l'image communiste de la Révolution française, de Soboul ou de... Enfin bon, ça devient très particulier. Furet n'aurait pas eu grand-chose à reprendre aux émissions de Lorenzi. Vous voulez dire que l'image était consensuelle, que il fallait que la France se reconnaisse dans son roman historique. Voilà, c'est ça la vérité. Et les communistes ont très très rarement traduit leurs opinions profondes. On sentait bien que c'était de gauche, les émissions un peu, mais ça n'allait pas très loin. Sauf 2 ou 3 fois,
par exemple, Pratt était gauchiste avant 68 déjà, après avoir été communiste jusqu'en 56. Il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle l'Espagnol, il n'a pas fait que les Perses. Disons que l'Espagnol de Pratt, il n'y exprime pas des opinions très très communistes. Il y en avait d'autres. Il y avait Jean-Pierre Marchand qui était communiste depuis toujours et qui traduisait du Maupassant, lui. Santelli était centre-gauche, mais moi j'ai fait un truc réellement où j'ai voulu exprimer mon marxisme à moi à travers l'œuvre d'un marxiste romancier célèbre qui était Paul Nizan, le meilleur ami de Sartre, et qui était l'histoire d'une trahison de classe qui était celle du père de Nizan. Et j'ai fait un film qui s'appelait Antoine Brouillet, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Tout ça n'allait pas très loin, très honnêtement. Bon, on a clos ce premier chapitre de la... Et de toute façon, il y a eu derrière Krier, Felvik, il y a eu tous ces gens-là qui ont été plus directement politiques que nous de la première génération ou de la deuxième. Mais bon, ça a toujours été très tolérable et très toléré. Et surtout par le public qui, lui, avalait ça comme du bon pain, hein, de toute façon. Mais de toute façon, là où l'État surveillait réellement, c'était sur le plan politique. Et là, il était hors de question qu'il dise quoi que ce soit, ou que je dise quoi que ce soit dans l'émission de Les femmes aussi, où nous travaillions. Et bon. Ce chapitre politique clos, le problème que vous me posez, c'est en quoi l'instrument a-t-il influencé votre manière de travailler, pas votre manière de travailler, mais ce que vous disiez. Moi, ça me pose une question. Autrement dit, est-ce que vous avez fait de la télévision de gauche, vous qui étiez de gauche, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là que les moyens techniques dont vous disposiez vous ont permis, ou est-ce que, au contraire, vous diriez, ben non? Bien sûr que oui, mais c'est pas les moyens techniques, c'est le principe de la télévision elle-même, le fait de pouvoir, au départ surtout, pas après, où le support est devenu le film. Le film était beaucoup plus contrôlable par les patrons, mais à une certaine époque, quand on passait en direct, direct, je veux dire, il est très très évident que... Il n'y avait pas de différé, du coup. Non, il n'y avait pas de différé, jamais. Et on aurait pu profiter du fait que la parole était incontrôlable et que ça s'adressait à des centaines de milliers de personnes au minimum, faire de la propa, quoi. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, ça me pose un problème beaucoup plus général, à regret d'ailleurs, hein, on aurait bien voulu le faire, mais on savait très très bien, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Mais on savait très bien, d'ailleurs notre activité politique à la télévision, elle était surtout dévolue au fait de faire du syndicalisme de gauche, réel, à travers la CGT. Et là, on a fait suffisamment de grèves, ça a fait chier suffisamment de gens. Dont la fameuse grève de 1954. Oui, c'est là où l'État a voulu virer trois gars parce qu'ils étaient communistes, et toute la maison, pour la première fois, a fait grève. Mais il y a eu tellement de grèves derrière qui étaient dues à des problèmes d'établissement de grille de salaire, parce qu'on faisait tout naître, et c'est en se battant qu'on gagne, c'est pas en se mettant... Enfin, je ne vais pas rejoindre la bagarre qu'il y a en ce moment avec la CGT, mais il est très évident que ça n'est pas en essayant de dire au patron que vous êtes un homme comme moi, et vous allez comprendre que mes besoins nécessitent que je gagne plus d'argent, qu'il va vous dire oui. C'est pas vrai, il ne vous dira jamais oui. Bon, alors j'ai passé, moi, 20 ans au syndicat CGT à me battre pour obtenir un statut des réalisateurs, un statut des techniciens. Parce que vos conditions de travail, vos salaires étaient au départ extrêmement minables, et puis on a réussi à les améliorer petit à petit. Au départ, à titre de comparaison, vous gagnez l'équivalent de quelle profession? Un technicien de télévision gagnait autant que... Non, d'abord il y avait deux catégories de techniciens de télévision. Il y avait toute la technique à proprement parler, vidéo,
qui était faite avec des fonctionnaires, qui étaient payés comme des fonctionnaires, comme des PTT. Et puis il y avait tous les gars qui faisaient du film, c'est-à-dire les caméramans de film. Je ne parle pas des caméramans de vidéo, qui étaient Les reporters, vous voulez dire les reporters, les gens du journal, on était comme on était au jour le jour. Vous aussi Moi aussi, moi je n'ai jamais été autre chose que CDD. Enfin, on était des intermittents du spectacle. Ils ont essayé pendant 1 an de nous mettre au contrat, et puis ça n'a pas marché, mais dans les années 50. Et ça n'a pas marché. Et moi, j'ai évolué de CDD en CDD pendant 50 ans, 60 ans, au cinéma comme à la télévision. Il s'est trouvé que comme j'étais très demandé, j'ai pratiquement jamais émargé au chômage. C'est vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Est-ce que c'était une exception ou est-ce que vos camarades étaient pareillement dans Oui, cette non, un certain nombre d'entre eux, pendant une vingtaine d'années, il y a eu une espèce de contrat tacite, non écrit, comme quoi on enchaînait, comme on dit. Mais ça, c'est classique, mais en télévision, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous diriez que l'ensemble des téléastes de l'époque provenaient peu ou prou du même milieu C'est-à-dire que les premiers arrivaient du cinéma et avaient été des refusés du cinéma. J'ai été un refusé du cinéma. Barma a essayé de faire du son, il est mal arrivé. Lorenzi a quand même été assistant. Mais non, Lorenzi a été prof à l'IDEC. Et puis après ces quelques gars, dont moi, qui arrivaient d'un peu partout, du cinéma ou du théâtre, comme Max Derieux, ou du musical, comme Gilles Margaritis, il y a eu les premiers arrivés de l'IDEC. L'IDEC, dans les premières années, il faut comprendre ça, l'IDEC était l'école nationale de cinéma, qui a été remplacée par la FEMIS. L'IDEC formait des assistants réalisateurs qui devaient devenir réalisateurs. Il y avait des sections réalisation. Et la formation sur le tas était tellement ancrée dans la profession qu'ils ont été refusés. On a dit, ah oui, c'est des bourgeois qui arrivent. Le cinéma français était très volontairement prolétaire, entre guillemets, parce que bon, c'était généralement quand même issu de la petite bourgeoisie. Je ne parle pas des machinistes et des électros, mais qui étaient des ouvriers réels, mais du côté des réalisateurs, on ne peut pas dire que c'était des prolétaires. Alors que vous, à la télévision Non, à la télévision, moi, je suis d'une toute petite bourgeoisie, à la limite du prolétariat, quoi. Et les premières générations de l'IDEC ont été refusées, carrément. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues à la télé. Parce que on leur avait dit, Lorenzi, qui était prof à l'IDEC, et qui avait été assistante d'Aquin et de Becker, leur avait dit à la télévision, il y a du boulot. Et effectivement, on a vu arriver Crière, Badel, Le Certisseur, Pratt le premier d'ailleurs, qui était de Jean Lotte, il y avait plein qui étaient, eux, alors d'extrême gauche, carrément, sans aucun problème. Les premières générations d'assistants de la FEMIS, c'était des communistes, quoi, pour la plupart. Comme ça s'est passé en Italie, d'ailleurs, de la même façon, exactement. Et ceux-là ont pris ils sont devenus nos assistants. Ils nous ont gauchisés aussi, ceux qui étaient là, par contact. Et donc, la corporation des réalisateurs de télévision, jusqu'à à peu près 68, il y a eu 3/4 de gens vraiment à gauche, quoi. Très bien. Et ça résout le problème de, comment dire, l'orientation politique, mais ils ont rejoint notre discours, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de parler vraiment à gauche, mais sans proclamer la dictature du prolétariat, quoi. Bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi le moyen, en général, a-t-il édicté le discours esthétique entre conservateurs. Non, mais sans parler politique réellement.
en général, de quoi est constitué le discours politique, la grammaire du cinéma? Elle s'est constituée par des gens qui n'étaient pas des spécialistes de grammaire, ni des agrégés de grammaire. Le langage, c'est-à-dire le langage encore utilisé, plan général, plan moyen, gros plan, champ contre champ, qui fait 98% des films français, des films mondiaux, étaient déjà établis au cinéma, l'avaient été établis et codifiés, vraiment codifiés, d'une part aux États-Unis par Griffith, Heinz et les gens du cinéma burlesque d'ailleurs, et Chaplin qui est le grand créateur de formes. Chaplin, c'est sans doute le plus grand artiste du XXe siècle. Hein. Il a créé des choses, des systèmes de phrases, des systèmes d'articulation, de séquences entre elles. Griffith aussi d'ailleurs. Et en Russie, un autre système s'est installé qui était celui d'Eisenstein, Pudovkin, qui était différent, mais ils se voyaient les films les uns des autres. Hein, de toute façon, esthétiquement, le voyage États-Unis-URSS, à travers Paris d'ailleurs, c'est intellectuellement fait. Les films circulaient. Eisenstein voyait les films américains, et Eisenstein a été invité aux États-Unis. Mais il y a eu brutalement ce phénomène extraordinaire, comme il y a eu une naissance d'une nation de Griffith, ou de Kidd, ou l'opinion publique, ou la ruée vers l'or en Amérique, il y a eu d'un seul coup cette chose absolument incroyable qu'était le cuirassé Potemkin, et qui d'un seul coup installait par rapport à ce discours, tout en le respectant, une modernité de montage, d'allure, de cadrage absolument extraordinaire. Et avez-vous fait donc preuve de modernité et nous, dans le langage cinématographique? Non. La réalité, c'est non. On a d'abord, parce qu'on était obligé de le faire, mais alors là, ça rencontre la nouvelle vague, à travers le direct qu'on était en train de le faire, on était obligé, pour copier le cinéma, de respecter la grammaire du cinéma pour pouvoir être identifié comme film. Bien qu'on travaillât, comme je vous l'ai dit, sur la longueur du saucisson tout entier au lieu de tailler des tranches. Et après, quand on a fait du cinéma, on a utilisé les techniques cinématographiques traditionnelles du cinéma mondial, qui sont encore les mêmes. Mais cette phrase, j'ai parlé des génies qui avaient marqué l'époque et qui avaient inventé les choses. Mais en fait, le fait d'utiliser le gros plan a été utilisé par des caméramans qui disaient « je vais m'approcher ». Là, il faut être plus près. Je veux dire que les praticiens de l'image ont, à 70%, créé le langage. C'est-à-dire que c'est des non-spécialistes de la grammaire qui ont fabriqué la grammaire. Et cette grammaire a été utilisée et, magnifiée par les génies dont je parle. Mais déjà, avant la guerre de 14, quand on regarde les films burlesques, Mack Sennett, il a tout inventé, déjà, de lui-même. Quand on voit les premiers Buster Keaton et les premiers Charlot, où lui-même n'a pas encore l'importance de mise en scène qu'il a voulu avoir après et qu'il a gagné en 3 ans, quoi. On s'aperçoit que les gros plans y sont déjà, les raccords entrée-sortie de champ y sont déjà, et que on comprend très très vite la ligne qui unit le champ contre champ, le fameux 180 degrés. Je veux dire que les choses, la phrase est constituée par les praticiens du langage, quoi. Et vous ne l'avez pas changé? Et nous, on a eu ce privilège de l'instantanéité pendant 10 ans, qui a fait que les critiques se sont intéressés à nous, parce que
il y avait quelque chose de neuf, mais qui n'avait pas été inventé par nous, que c'est les ingénieurs qui l'avaient inventé. Ben, le premier qui a eu l'idée du montage, que le montage était possible en télévision, je ne parle pas au cinéma, comme le premier, c'est le premier qui a collé deux bobines ensemble au cinéma. C'était pas un metteur en scène, c'était un gars qui voulait coller deux scènes ensemble. Et puis d'un seul coup, il a trouvé le moyen de coller. Nous, c'est le premier ingénieur qui s'est dit, je vais mettre deux caméras l'une à côté de l'autre, et puis comme ça, je pourrais monter de l'une sur l'autre. C'est les praticiens absolument ignorants comment dire, des théories du langage, qui ne savaient rien de Bazin, qui ne savaient rien de la critique cinéma, qui ne savaient rien de la génialité des gens de cinéma, qu'ont créé le système cinéma, de même en télévision. Moi, je crois que le premier qui a trouvé le travelling avant, c'est le gars qui a posé une caméra en 1900 sur le trottoir roulant de l'exposition et qui a fait défiler, ou qui a mis la caméra sur un bateau. D'un seul coup, l'univers s'est mis à défiler autour de lui. Il y a un plan célèbre sur un bateau-mouche en 1900, eh ben, on ne ferait pas mieux maintenant. Mais le travelling, il est bien fait, il est souple parce que c'est un bateau à moteur. De même, le trottoir roulant de l'exposition de 1900, c'était extraordinaire parce qu'on voyait défiler les choses. Et ça s'est apparu comme complètement normal. L'intentionnalité des plans, c'est venu après. Ce qui est venu surtout après, c'est le sentiment qu'on pouvait mettre derrière l'apparence de réalité de l'image autre chose. Et qu'on pouvait avoir des intentions derrière le plan qu'on tournait. Alors là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que vous en étiez conscient, évidemment? Ah, moi, c'est évident. Et il y a encore malheureusement une bonne partie des metteurs en scène mondiaux, français en particulier, qui croient que quand ils posent une caméra devant un sujet, ils captent la réalité. Ils captent rien du tout. En cela que le dit Comolli, où on a souvent la croyance que la technique est neutre. Oui, mais on croit. Mais surtout, bon, pour moi, alors je dis les choses comme elles sont, mon travail m'a prouvé, et j'ai essayé de le prouver depuis les années 60. Don Juan était un exemple absolument typique de ça, mais même les Marivaux que j'ai fait l'année d'après, et puis tout ce que j'ai fait derrière, même Vidocq, et puis d'autres, un cadre, mais là je parle en tant que cadreur aussi, c'est un ensemble de signes emprisonnés dans un cadre, une image. Alors, vous captez une image, elle représente quelque chose. Mais si vous avez une intention de tristesse, de légèreté, le cadre n'est pas le même, les éléments de sens que vous mettez à l'intérieur du cadre ne sont pas les mêmes. Et en fait, vous truandez les gens. C'est comme la métaphore poétique, elle vous émeut, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, quand vous voyez un certain nombre de films, ils vous émeuvent, le metteur en scène sait pourquoi, et le public n'a qu'à le ressentir. Mais disons que le cinéma, comme la littérature, hein, comme la poétique, c'est la grande truanderie. Avez-vous un exemple qui vous viendrait à l'esprit dans les années 50, par exemple, soit de séquences, soit de scènes, soit même de plans que vous avez en mémoire, où vous avez là voulu véritablement marquer l'intention, construire, dire quelque chose? Les années 50 en direct, non, parce qu'on était trop bridés par notre imitation du cinéma. Si ça s'est passé, je ne me souviens pas. Mais dans les films, oui. Peut-être que la cadence dont on n'a pas parlé, la cadence de travail aussi, faisait que vous n'aviez pas le temps de... Ah, bien sûr, aussi. On travaillait à une allure absolument folle. Mais dès que j'ai eu le moyen de réfléchir, il est très évident que j'ai voulu traduire. Comment avez-vous eu le moyen de réfléchir? Ah parce que j'ai pris les temps de travail normaux d'un film. Et avec l'arrivée des magnétos? Non, avec l'arrivée du film. Parce que moi, le magnéto, j'en ai très peu fait. Et je me suis mis au film en 61. Et il est de toute évidence que quand j'ai fait la double dans les Marivaux que j'ai fait en 66-67, là, l'évidence de la traduction
dans la double inconstance spécialement, mais il y a eu un livre écrit dessus par Patrice Pavis, comment dire, la version que j'ai donnée de la double inconstance de Marivaux, qui est une version pessimiste, qui n'a rien à voir avec la version traditionnelle qui était représentée de la double inconstance. Elle a beaucoup impressionné les gens. Et elle est devenue la version commune. C'est maintenant que le... Mais Anou, il avait déjà dit que la double inconstance de Marivaux soit l'histoire élégante d'un meurtre, c'est-à-dire, au lieu que ça se termine bien, ça se termine extrêmement mal, et j'ai mis tous les éléments dans l'image pour que ça se termine mal. C'est-à-dire que le décor est une espèce de caveau de pompe funèbre orné de perles, les gens sont habillés en sombre, le style de jeu des acteurs le définit. Bah, maintenant, c'est comme ça qu'on voit, grosso modo, que Dieu sait que la double inconstance n'était très très peu jouée, sauf aux Français, ne jouait nulle part d'ailleurs, sauf aux Français, avant que je fasse ma version 67. Maintenant, c'est joué 3 fois par an, et généralement dans le sens où je l'ai voulu. Là, j'ai eu une importance, oui. Est-ce que vous voudriez dire qu'à contrario, dans les années 50, vous pardonnerez la légèreté de ma comparaison, mais vous étiez que des passeurs de plats qui consistaient à... Il y a de ça. Non, je ne suis pas choqué du tout. Non, c'est vrai et c'est faux. Exemple. Mais grosso modo, pour l'ensemble des gens qui faisaient du direct, passer les plats, c'est-à-dire traduire dans une grammaire pseudo-cinématographique et acceptable des choses du répertoire, oui, ça c'est clair. Mais par exemple, Darcy nous a convoqués à 4 en 56. Lorenzi, ceux dont on disait qu'ils étaient les 4 mousquetaires, Lorenzi, Barma, moi et Lourcet, pour qu'on leur trouve, qu'on se mette à écrire des émissions parce qu'on arrivait au bout du répertoire acceptable, quoi. On en faisait trop, on faisait quand même 100 émissions par an. 2 par semaine, je crois avoir. Oui, 2 par semaine. Vous vous rendez compte de ce que ça suppose comme travail. Et il nous a convoqués en disant on arrive au bout, maintenant il faut écrire. D'ailleurs, les Anglais écrivent, donc il faut qu'on écrive. Revenez-moi, ça se passait comme ça à la télévision. Il nous a convoqués un lundi, il nous a dit revenez la semaine prochaine, vous avez chacun une idée. Et après quoi, il fallait la mettre en œuvre dans le mois. Hein, maintenant, il faut 6 ans pour monter un film. Mais bon, et donc, Lourcet est arrivé avec les 5 dernières minutes. Barma est arrivé avec En votre âme et conscience, c'est-à-dire les procès. Lorenzi est arrivé avec La caméra explore le temps. Et moi, je suis arrivé avec une série d'émissions qui s'appelait Si c'était vous. Et alors, qui, d'après Bazin, constituait à l'époque un des 2 ou 3 événements les plus importants de l'histoire de la télévision. Pourquoi ? Parce que brutalement, on traitait de sujets sociaux contemporains. In situ. Oui, c'était. Il y avait déjà des inserts filmés dans les émissions en direct, c'est-à-dire c'était fait vraiment comme un film, mais avec du direct. Et chaque émission posait un problème social. Les blousons noirs dans le premier, la difficulté de la cohabitation chez ses parents quand on n'a pas d'appartement et qu'on vient de se marier. Dans le troisième, c'était la difficulté pour un étudiant ouvrier d'aller au bout de ses études de médecine. Quatrième, c'était l'avortement. Qu'on ait osé parler d'avortement en 57 en France. D'ailleurs, on s'est arrêté après parce qu'on sentait que ça allait être coupé. Et la grosse novation, et là ils ont tous compris les critiques de l'émission, c'était que contrairement à une émission de film, contrairement à un film, on ne bouclait pas l'histoire. On ne donnait pas, il n'y avait pas de fin. C'est-à-dire qu'on laissait on voyait les débats, les bagarres à cause de la crise, mais on ne donnait pas de solution à la crise. Et est-ce que c'est pas là que vous avez fait une télévision de gauche ? Oui, avec la volonté de faire de la télévision de gauche, et je ne le cache pas.